Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Petite Reine. Alors déjà, toutes nos excuses, on n'a pas réussi à se caler pour vous proposer une émission au mois de mai, mais on se rattrape en ce début juin. On a plein de choses à vous dire avec déjà le premier grand tour de la saison. Vous avez fait une magnifique preview avec Loïc, on a suivi ça avec attention et derrière se sont greffées aussi deux belles courses, l'Itzulia Woman comme il s'appelle, le Tour du Pays Basque version féminin et le Tour de Burgos. Toutes ces courses sont enchaînées, les filles ont passé en gros un mois en Espagne et on a même eu la Ride London classique sur 3 jours en 3 étapes du côté de la Grande-Bretagne. Donc un mois de mai très très actif au niveau des courses par étapes pour notre plus grand régal. Donc voilà, on va enfin pouvoir faire une émission notamment pour vous parler de cette très belle Vuelta à laquelle on a pu assister à une course qui prend vraiment de l'ampleur depuis qu'elle est passée sur 8 jours avec 8 étapes où il s'est passé plein de choses. Comme d'habitude, pour m'accompagner, pour parler de cyclisme féminin, c'est Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis content de faire cette émission. On a pris un peu de temps pour la faire parce qu'on n'a pas réussi à se caler et avec le Giro aussi masculin, ça a pris beaucoup de temps dans les émissions. Donc toutes nos excuses pour ça. Ça veut pas dire on n'a pas regardé les courses féminines. Et moi, je me suis bien amusé à regarder ces courses-là et ça, même s'il y avait le Giro à côté, j'ai quand même bouffé du vélo à plus que double dose. Ouais, il paraît même que t'as pas mangé que de la route et que des courses sur route. Et en plus du Giro et des courses féminines en Espagne notamment, t'as regardé du vélo même sur des terrains un peu moins roulants. Bah oui, j'ai découvert un peu les courses gravel. Et je me suis trouvé une passion pour ça. J'ai très très envie d'aller faire du gravel maintenant. Mais les courses qui sont aussi, il y a vraiment une autre ambiance sur la route. J'ai l'impression qu'il y a aussi énormément de focus sur les athlètes féminines et ça fait vraiment plaisir à voir. On a eu l'Unbound qui est une course complètement folle avec des distances de malade. Et j'aime bien aussi le fait que les dames et les messieurs fassent les mêmes distances. C'est des préparations qui sont différentes et il y a peut-être moins cet esprit carré que sur la route, mais justement ça fait du bien à voir. Et franchement, si vous êtes curieux un peu, allez jeter un coup d'œil aux courses gravel parce que ça fait vraiment plaisir à voir. Et je pense que c'est un truc ça devient un peu à la mode en ce moment, mais en Espagne, aux États-Unis, etc., c'est pas forcément géré par l'UCI et ça permet d'avoir un peu de fraîcheur. Donc, il y a des personnalités super sympas avec des coureuses qui ont des grandes personnalités. Donc, ça, j'ai trouvé ça top. Donc c'était le petit coup de cœur du mois alors, c'est ça. Exactement. Ok, et ben nickel. Donc on invite effectivement toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller découvrir d'autres formes de cyclisme effectivement. Alors on va commencer l'émission dans un premier temps pour revenir en grande partie sur la Vuelta, mais pas que, parce que l'idée c'est vraiment de parler de tout ce qui s'est passé dans ce mois de mai, et avec la principale actrice, on va dire, de ces courses par étapes, la reine du cyclisme féminin qui malgré un début de saison plutôt en demi-teinte, alors voilà, je sais, on peut quand même pas dire qu'on était inquiet avant la Vuelta, mais elle avait besoin justement de renouer avec la victoire, et là, clairement, elle a bien renoué avec de nombreuses victoires sur toutes les courses. Elle remporte les 3 classements généraux de la Vuelta, de l'Itzulia et du Tour de Burgos. C'est bien sûr Demi Vollering. Demi Vollering, elle n'a pas vraiment été inquiétée sur ses courses. On avait vraiment l'impression, un petit peu à l'image d'un Pogacar sur le Giro, que quand elle voulait accélérer, elle allait gagner son étape et du coup, elle s'en sort magnifiquement et elle a clairement rempli la première partie de sa saison là. Bah, elle nous a gagné un grand tour de 3 semaines, hein. Elle a fait payant sur toutes les courses. Elle a été incroyable. Enfin, parce que son début de saison était en demi-teinte, mais pour les attentes qu'on avait sur Demi Vollering, parce elle a fait un tel début de saison l'année dernière qui était enfin légendaire. C'était
quand même très compliqué de faire la même chose, mais elle n'a pas réussi à gagner et ça c'était quand même assez compliqué. Même pour elle, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de frustration. En plus, ça lui tient vraiment à cœur de gagner avec le maillot des Pays-Bas sur le dos. Elle n'avait pas pu gagner parce qu'elle avait le maillot par points, il me semble, le classement par points général de l'UCI, et donc elle pouvait pas porter son maillot Ouais, c'était des l'an passé, Pays-Bas. ça, Et c'est ça. exactement, Ouais. donc ça lui tenait vraiment à cœur de gagner. Elle l'a dit dans plusieurs interviews et ça fait vraiment plaisir. Mais au-delà de ça, elle domine enfin, elle a dominé les courses de une semaine de plus d'une patte, quoi. C'était impressionnant. T'avais l'impression qu'elle pouvait partir quand elle voulait. Et elle était bien amenée par son équipe, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même. Elle avait presque pas besoin de son équipe pour aller faire des énormes perfs, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Et on voit aussi que plus les courses sont longues et difficiles, et plus elle se sent bien. Et ça, on l'a vraiment vu sur la Vuelta, et notamment sur la dernière étape où toutes les filles commençaient à être bien, bien usées. Et en fait, elle a décidé assez loin hein, de l'arrivée, de partir, d'attaquer franchement. Et on voit en fait que les filles, ses adversaires, elles essaient de la suivre, mais finalement, elles se disent assez rapidement, bon bah ok, on sait déjà qu'elle est plus forte. Il y avait en plus un podium qui se jouait avec une bataille entre Marcus, Longo, Borghini, et puis aussi les Françaises qui étaient en embuscade. Donc elle arrive en fait à mettre une telle emprise sur la course et avoir la main mise que finalement ses adversaires s'occupent vite de la seconde place. Moi, en tout cas, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. J'ai pas, je pense pas qu'il y ait de coureuse aussi complète qu'elle pour le moment, en tout cas sur une course d'une semaine. Moi, je vois pas vraiment comment elle peut être battue pour le moment. Et ouais, clairement, elle a une jambe au-dessus et on a vu, elle a surfé sur la vague sur l'Itzulia et le Tour de Burgos. Mais ouais, j'arrive même pas à trouver de mots assez forts et ça me fait pas mal écho avec le début de saison, un peu en demi-teinte de la SD Works. Hein. On les présentait pourtant dans notre première émission comme des ogres du cyclisme féminin. Et là, en fait, on a l'impression que clairement, Vollering s'est chargé a pris les choses en main pour remettre les points sur les i. Alors, son début de saison, il n'était pas non plus catastrophique, hein, il faut le dire. Elle fait quand même troisième de Liège, deuxième de la Flèche. Sur le Tour de Flandre, elle est un peu derrière. Elle fait 8, elle fait 2 de la Flèche Brabançonne, podium au Strade Bianche également. Donc, elle était présente, mais elle nous avait habitué à un tel niveau de performance, notamment sur les courses d'un jour l'année dernière, qu'on se disait ah ouais en fait là peut-être que elle va être prenable, on sait pas, et finalement elle a montré qu'elle était pas du tout moins forte que l'année dernière, et en tout cas avec cette Vuelta notamment, moi, où elle m'a fortement impressionné. Ouais, elle montre qu'elle domine et qu'elle est partie encore pour dominer les grands tours pour un petit moment. Bah, elle a été un peu à l'image d'un Poggi sur le Giro, c'est-à-dire qu'elle était surpuissante, elle a tout dominé. Comme tu le disais très justement, ses adversaires jouaient vraiment presque pour la deuxième place. Et pour revenir sur le début de saison de la SD Works, je ne sais pas si on peut appeler ça un début de saison en demi-teinte, parce il y a eu des très bonnes performances de la part de beaucoup de coureuses, notamment Vives, Kopecky, mais on s'était attendu sur les classiques à avoir plus de résultats. Je pense qu'on a été un peu déçus par ça. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un tournant sur la saison lorsque les courses à étapes ont commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu des dynamiques d'équipe qui ont pas mal changé, même s'il y a eu des dynamiques qui sont poursuivies entre les classiques et les courses par étapes. Mais on en parlera plus tard. Mais je pense qu'il y a des équipes qui étaient vraiment au top sur les classiques, qui ont fait de moins bons résultats à cause de malchance, etc. Mais SD Works a été constant et même a progressé sur ce début de saison. Ouais, et puis moi je pense aussi que par rapport à ça, en fait, il y a
le niveau est quand même en train de se niveler en cyclisme féminin. Et ça veut dire qu'il n'y a plus forcément juste quelques filles qui vont dominer toutes les courses et que bah, il faut arriver à mieux gérer ses pics de forme parce que si on n'arrive qu'à 90-85% de sa forme, eh ben, on n'est pas sûr de gagner. Il y a d'autres filles aussi très talentueuses dans beaucoup d'équipes. Et, et finalement, on sait que les classiques et les courses d'un jour, c'est pas une loterie, mais il faut quand même une part de réussite, de chance, de coup tactique qui nivelle un petit peu aussi ça et que c'est pas parce que t'es la plus forte et que c'est toi qui as les meilleures jambes sur une classique que c'est forcément toi qui va gagner. À l'inverse, sur une course par étape, et plus la course est longue et plus c'est le cas, c'est quand même souvent la plus costaude qui va l'emporter. Et là, il y a moins de part à la réussite. C'est-à-dire que si tu te loupes sur une étape, il y a un jour où tu étais finalement un petit peu moins bien, que t'as pas pu faire la différence, bah tu peux encore le faire le lendemain. Donc si t'es plus fort, ça te permet quand même d'avoir plus de chances de l'emporter. Donc finalement, c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle et peut-être qu'après on verra ça arriver sur les courses, les petites courses par étapes comme l'ont pu être voilà, celles de 3-4 jours pour le moment. Mais je sais pas ce que t'en penses de ça, mais moi j'ai quand même l'impression que finalement c'est le niveau augmente vraiment dans toutes les équipes en tout cas. Bah, c'est ce qu'on avait remarqué sur ce début de saison sur les classiques. Et oui, c'est encore plus criant sur les courses à étapes. C'est-à-dire que il y a, au-delà d'une individualité qui est au-dessus, on a vraiment un nivellement de beaucoup d'équipes différentes. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire que c'était normal, je pense qu'il y a un aplatissement des performances et ça, c'est vraiment bon pour le sport. Je pense que tu seras d'accord avec moi, mais quand il y a plus d'équipes qui ont le même niveau et qui ont les mêmes niveaux de préparation, ça apporte juste plus de spectacles et ça permet d'avoir plus de compétition, ce qui apportera plus d'audimat aussi au final, parce que ça reste aussi un sport qui est économique et il faut que on est sur un gros début, on est sur un sport qui débute encore, enfin c'est pas un sport, mais il y a de plus en plus de monde qui viennent voir les courses. Et c'est une tendance qui est positive en fait pour le spectacle et donc pour les gens qui vont venir voir les courses et pour l'aspect économique. Euh, donc, moi, je pense que c'est très bien. Et bah, pour parler peut-être un petit peu plus précisément de cette Vuelta, du coup, hein, Vollering l'a emporté, on l'a dit, haut la main. Alors au niveau du classement général final, ça a donné une victoire avec près de 2 minutes d'avance hein, sur ses poursuivantes. Réjeanne Marcus et Lisa Longo Borghini qui complètent le podium et viennent ensuite au pied du podium, mais assez loin quand même. Et on va essayer aussi par la suite d'analyser un petit peu ce qui a pu se passer pour Juliette Labousse et Evita Music qui, elle, bah voilà, échoue, c'est un mot qui est un peu fort, mais termine cette Vuelta au pied du podium, quatrième et cinquième, avec une très belle victoire d'étape pour Evita Music. Et ces deux filles, on les a également retrouvées, les deux françaises. Là, elles ont pas échoué dans leur quête de podium, hein, avec Juliette Labousse, troisième au Pays Basque, et à Burgos, Evita Music qui termine à la deuxième position. Clairement, là, sur les trois courses principales, et puis on pourra rajouter aussi la Ride de London, on en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas sur ces courses montagneuses à destination des filles qui grimpent, elles ont fait forte impression, et puis elles ont quand même confirmé toutes les promesses qu'on a en elles, avec notamment, et je pense que ça c'était le grand temps fort côté français de la Vuelta, la superbe victoire d'Evita Music qui bat du coup Vollering à la pédale et finalement il n'y a pas beaucoup de filles qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Ah, mais c'est sûr que franchement, déjà, j'ai cru au miracle quand elle a commencé à réussir à suivre Vollering. Et j'étais devant ma télé et j'étais comme un fou. Parce que j'avais vraiment l'impression que Vollering allait continuer au train et en gros l'écraser. Mais en fait, non, elle a réussi à s'accrocher et faire. Bon, je sais pas si on peut appeler ça un sprint, mais elle a réussi à mettre la cacahuète qu'il fallait. Et Vollering, elle se fait battre
pas sur la ligne parce qu'elle baisse la tête juste avant, mais juste le fait qu'elle ait réussi à suivre Vollering, c'était incroyable et ça m'a fait vraiment très très plaisir. Ouais, puis surtout qu'elle elle la laisse pas gagner, hein. Ah non, non, Clairement, pas du tout. c'est vraiment Evita Music qui va chercher à la pédale cette super victoire. Et alors, est-ce que toi, tu penses que c'était vraiment la deuxième plus forte en montagne, en tout cas, Evita Music, et que sans ce coup de bordure, où elle perd pas mal de temps et finalement toute chance de podium, elle, elle aurait pu, alors peut-être pas rivaliser avec Vollering, mais en tout cas avoir sa place sur le podium, ou alors, à l'inverse, on pourrait analyser ça dans le sens où il a fallu qu'elle soit en difficulté avec du retard au classement général pour que du coup elle y aille et qu'elle se surpasse en montagne. Je sais pas comment est-ce que toi tu vois ça. Bah, en fait, c'est pas vraiment possible parce que en fait, tu peux pas suivre au train quand même quelqu'un qui a parmi un groupe des plus fortes comme ça en montagne. Je pense il y a l'aspect motivation qui est assez important, mais l'aspect physique de l'entraînement, etc. Tu peux pas juste au mental suivre une telle attaque et une telle puissance, surtout quand tout le monde est à la ramasse derrière. La, la bordure a été vraiment un coup psychologique pour la FDJ, mais je pense pas que c'était au niveau de se dire, ok, là, il faut que je suive Vollering. Je pense pas vraiment pas que quand tu es au rupteur comme ça, que tu penses à ça. Je pense qu'elle a vraiment été une jambe au-dessus des autres et elle a été très très forte, une des plus fortes en fait sur la semaine et voire la deuxième plus forte. Et s'il n'y avait pas eu ce coup de bordure, pour moi, elle serait arrivée deuxième de cette Vuelta. Je pense que elle l'a démontré après qu'en fait qu'elle était en super forme et que c'était pas juste oh merde, je me suis pris une bordure, là je vais tout mettre pour cette étape-là. Elle a montré sur le long terme que en fait elle était très très forte. Et ouais, c'est clair que non, mec, je suis assez d'accord avec ton analyse. Je pense que de toute façon, elle était très forte. Elle l'a montré sur les courses suivantes qu'elle a pu faire aussi. Et je pense qu'elle a encore franchi un palier cette année par rapport à ses performances de l'année dernière. Et notamment dans son rôle de leaduse de l'équipe. Je sais pas si tu as vu l'émission Inside sur la FDJ pendant la Vuelta sur Si, si, je YouTube. les ai vus. Voilà, Je trouve que justement c'est très bien réalisé. et c'est assez génial. On invite du coup toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller voir si vous avez 3 quarts d'heure devant vous. Franchement, ça vaut le coup. La vidéo est très bien réalisée, très bien faite, et on est habitué maintenant aux insides dans les équipes cyclistes pro. Ils en faisaient régulièrement sur les premières courses de la saison, mais là, on est vraiment pendant un temps qui est long, donc sur 45 minutes pour un reportage. Et j'ai trouvé qu'on voyait, donc sur Evita Music, on voyait vraiment la place qu'elle avait. Et quand elle disait eh ben, aux filles, eh ben allez, toi là, il faudrait que tu roules, bah là, les filles, il faudrait être avec moi jusqu'à telle place. On a vu une Grace Brown monstrueuse notamment, qui a bien usé toutes les filles du peloton, et ça en fait on voyait que bah, elle n'hésitait pas à dire bah voilà, en gros je sais que c'est moi qui suis leader de l'équipe, et bah il faut faire ça, là il faut essayer de rester avec moi, là il n'y a pas besoin. Et, euh, et ça montre aussi le cap franchi par rapport à ça. Et ce que j'ai bien aimé aussi, et ce qu'on voit bien dans ce reportage, c'est à quel point le début de Vuelta de la FDJ est catastrophique, où il y a tout qui s'enchaîne pas comme il faut, il y a des abandons assez rapides, il y a la bordure, et puis en fait d'un coup, ça c'est le vélo, et ça c'est sur les grands tours, et c'est ça qui est génial, c'est que d'un coup, et bah bam, en fait, bah finalement, tu t'y attends pas forcément, et puis il y a une victoire d'étape. Et puis du coup, Evita Music, elle réalise un truc qui est assez fou. C'est, il me semble, la première fois qu'une Française gagne une étape sur la Vuelta. Et en fait, sur cette fin de Vuelta, ça change complètement l'état d'esprit de l'équipe, qui se met même à, voilà, à rêver au podium, hein, en sachant que ce sera très difficile.
Et ça remet vraiment. Ouais, enfin voilà, en tout cas, moi j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce reportage si vous aimez le cyclisme féminin. De toute façon, vous allez pas être déçus. Bah oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Moi je trouve que c'est super bien réalisé. Je trouve que c'est ce genre de documentaire. Enfin, c'est un documentaire pour moi. Hmm. C'est un reportage documentaire. C'est extrêmement bien réalisé. C'est d'un niveau très professionnel et ça met vraiment en lumière le travail de tout le monde dans l'équipe. On montre pas que les coureuses. Il y a les DS, les mécanos qui sont montrés, qui sont mis en avant. Je trouve que c'est un aspect du vélo là qui arrive depuis 1 ou 2 ans dans le vélo en général et qui est très intéressant et qui permet à un nouveau public d'aller voir ce que c'est le vélo, un peu à l'image de ce qui a été fait en Formule 1, où en fait on a commencé à ouvrir les garages. Là on ouvre un peu les camions des équipes et ça permet de vraiment plus s'attacher aux coureuses et aux coureurs en fait. Ça permet de s'attacher aux personnalités et ça crée une sorte d'histoire avec. Enfin, vraiment, on s'implique un peu dans l'équipe et ça marche très bien. Euh, pour moi, c'est top. Et oui, au-delà de l'aspect commercial et l'aspect où ça apporte de la visibilité, c'est très sympa à voir. On a un peu des insides et on voit comment certaines coureuses se comportent et comment elles prennent vraiment un rôle de leader. Et aussi le fait que, en fait, tu as des DS qui ont certains comportements et en fait, ça montre l'aspect très personnel et très mental en fait du sport. On peut aussi se rendre compte de l'accent anglais des DS aussi, c'est sympa. petite, Ah, euh, c'est incroyable. petite joke, mais pour le coup, voilà, moi ça m'a fait bien marrer quand même avec des vrais accents français quoi. Et du coup, voilà, on se rend compte aussi que une équipe professionnelle de ce niveau-là, et la boîte française, et bah, toutes les infos passent en anglais aussi. Donc ça, c'est des trucs où, enfin voilà, quand on suit pas forcément, on s'en rend pas forcément compte. Et voilà. Mais Bah, je trouve que c'est un bon message aussi pour les coureuses qui se disent ah non, enfin je sais que chez les coureuses néerlandaises, en ayant écouté pas mal de podcasts, en fait il y a cet aspect où on se dit ah c'est une équipe française, ils vont tous parler français. Je vais avoir du mal à ah m'intégrer oui. et en fait ça peut être un peu un frein pour les coureuses et les coureurs de fait de faire le jump en fait entre une équipe enfin, entre guillemets internationale et partir dans une équipe française où c'est vraiment c'est presque c'est quand même quelque chose à part et montrer que ça parle quand même en anglais dans les briefings, ça parle anglais sur les oreillettes, ça permet aussi je pense à certaines coureuses d'être rassurées, de se dire ok bon ils vont même entre les coureuses elles font l'effort de parler anglais, il y a pas de groupe qui se forme, enfin en tout cas Mm. c'est pas l'impression qui est donnée. Après c'est des caméras donc je suis sûr que ça dans la réalité, c'est quand même un peu différent. Mais ça envoie vraiment un message positif aux futures coureuses de ces équipes-là. Ouais, puis sur les 16 filles de l'équipe, il y a que 7 françaises, donc plus de la moitié sont non françaises et non francophones. Donc forcément, tu dois en tant qu'équipe professionnelle adapter aussi ce discours-là. Après, c'est sûr que c'est parce que c'est la FDJ. Je pense que dans l'équipe Arkea, où c'est moins international, pour le coup, ça parle en français. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet de montrer des versants intéressants de ce sport. Donc voilà, c'est cool. Et puis ça se regarde, voilà, ça se regarde un petit peu comme une série, comme tu le disais. On s'attache aussi aux personnages. Et puis pour le coup, il y avait plein de rebondissements. Et après, le montage est fait. Enfin voilà, c'est très très pro. Hein. Tous les insides ne sont pas aussi bien réussis, mais en tout cas, celui-là était vraiment sympa. On peut aussi parler de l'autre française qui a brillé au classement général, Juliette Labousse, qui termine à la 4e place après de 3 minutes. Juliette Labousse, elle a fait une course à l'avant, mais qui reste somme toute assez discrète. Moi, j'ai trouvé. Tu me diras ce que t'en penses, Loïc. Ah, Mais c'est le mot que je voulais utiliser. eh ben, désolé. Mais en fait, elle est là, elle est au niveau, mais j'ai l'impression qu'il manque encore et toujours un petit truc. Et ça fait un peu de 3 ans que c'est comme ça. Elle arrive à faire des superbes perfs et voilà. Et notamment, elle a quand même terminé deuxième du Giro l'année dernière. Mais moi, l'impression qu'elle m'a donné sur cette Vuelta, et pour le coup, en plus, il n'y avait pas de contre-la-montre, qui est un exercice où elle est plutôt très à l'aise.
Bah, c'est sa régularité à payer, mais finalement, on a l'impression qu'il y a un plafond qu'elle n'arrive pas encore à franchir. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, elle a été là, elle était extrêmement régulière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on demande, hein, en fait, à un coureur de classement général. Mais elle n'a pas brillé. Elle n'a pas fait un coup d'étoile où on s'est dit, ok, ouais, c'est incroyable. Elle a mis une attaque de malade, ça a fait un énorme tri. Ça, on l'a pas vu en fait. Et elle a été très régulière et c'est tout à fait honorable. Mais moi, je me dis que en fait, pour une coureuse qui vise un classement général et qui cherche à gagner, il y a encore un plafond à passer. Et c'est à vrai dire, c'est à se dire, est-ce que par exemple, si elle était à la à SD Works, est-ce qu'elle serait leader? Je sais pas si elle serait vraiment, peut-être qu'elle serait vraiment équipière de luxe. Est-ce que si elle était accompagnée de de grosses pattes autour d'elle, est-ce qu'elle arriverait vraiment à prendre ce rôle de leader? Moi, j'en suis pas certain, mais j'aimerais bien que ça soit le cas. Après, puis aussi, alors, ce qui l'empêche de briller sur des étapes ou dans des arrivées où c'est très serré, c'est qu'elle a pas du tout de punch et qu'elle a pas de sprint. Et du coup, c'est pour ça que elle, ses qualités, c'est rouler fort longtemps. Et c'est pour ça aussi qu'on la voit souvent, par exemple, quand elle est lâchée, elle, mettre le train. On l'avait vu notamment, je crois que c'était l'année dernière, hein, sur le Tour de France, où ça lui avait peut-être été un peu reproché sur le Tourmalet, dire, ou même avant, sur le col d'avant, hein, c'était sur l'Aspin, où en fait elle roulait, et alors que c'était pas forcément elle de rouler, mais finalement elle est plus à l'aise en lissant les efforts comme ça, et c'est ce qui peut aussi parfois coûter un petit peu de. Bah voilà, c'est ce qui fait qu'elle a que 4 victoires professionnelles, alors que c'est vraiment une des meilleures filles du circuit. Et. Mais indépendamment de ça, quand même, je pense j'ai l'impression qu'il manque encore un truc. Alors je sais pas si c'est parce que c'est pas assez dur, ou si c'est pas assez long, ou si est-ce que si les grands tours duraient 15 jours, est-ce qu'elle serait beaucoup plus à l'aise? Ça, c'est des questions Moi, un je petit pense peu que que je oui. me pose. Mais moi, je me Moi, je dis, pense que alors, oui. j'espère qu'on aura une réponse un jour et que quand enfin on arrivera à des tours de 3 semaines pour les femmes et puis le reste des tours d'une semaine. Mais je pense que ça, c'est des formats qui lui conviennent beaucoup plus à son endurance, à sa force aussi, et à ses qualités de récupération. Bah, oui, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ce serait quand même très intéressant de l'avoir sur le plus long terme. Et comme ce que je voyais sur les courses gravel, c'est qu'en fait, les femmes sont tout à fait capables de faire les mêmes distances que les garçons. Et je pense qu'avoir un grand tour de 3 semaines, ce serait normal pour les filles. Pour moi, ce serait normal, franchement. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sûr que il n'y a pas de raison qu'elles n'arrivent pas à faire 3 semaines que c'est pas moins dur que les garçons, quoi. Donc ça, c'est clair qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, là, je pense que le niveau est encore trop hétérogène Oui, pour c'est vrai. mettre maintenant un grand tour de 3 semaines. Mais j'espère que dans 3 4 ans, bah, il y aura C'est bien déjà qu'on tende le. vers ça. Ouais. Et je pense que tu vois, le Tour de France, ils vont vite monter à 10 15 jours, à mon avis. Parce que Oui. aussi, bah, c'est le business, ça marche, autant faire plus long. Après, il faut que ça suive au niveau du niveau, mais c'est en train de se structurer. On a quand même de plus en plus de jeunes coureuses qui arrivent. On voit qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi. Alors si tout est investi dans 3 4 équipes, c'est sûr que c'est pas comme ça que le niveau va s'ajuster, mais moi je pense que ça on va le voir évoluer, mais en tout cas clairement physiquement, et on le voit dans d'autres sports comme par exemple en ultra trail, qui est un sport que, que je connais bien et que j'aime bien, et bah clairement on a les meilleures filles sur des courses de 160 km en courant, et bah elles sont dans le top 10 des plus grandes courses mondiales. Et voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison
physique pour qu'elles aient pas de course de 3 semaines, ça c'est clair et net. Et ceux qui croient le contraire, bah allez rouler avec elles pendant 3 semaines, puis on en reparle. Bah, c'est pas Courtney Water qui Si, fait si. des performances de malade. Ouais. D'ailleurs, ils avaient fait un peu un virage sur Sur Courtney l'ultra trail du Water Mont Blanc, ouais. Ouais, j'avais vu les images, ça avait donné un énorme smile, c'était super. Ouais, ouais. Mais bah, moi, je mets au défi je me suis entraîné avec des gens qui s'étaient entraînés avec des filles du World Tour et on m'a dit que c'était compliqué de tenir les roues, c'était très très dur et elles avaient un niveau énorme. Donc je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de se défendre. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, ouais, Juliette Labousse, on va voir. Hein. Je crois pas qu'elle, pour l'instant, elle a pas le Giro à son programme. C'est plus, ce sera pour elle, ce sera Jeux Olympiques et Tour de France. Donc, on verra sur le Tour. Ou après, on n'est pas à l'abri d'une inscription au Giro hein, qui va pas tarder d'arriver. Un Mhm. peu à la dernière minute, on verra. On a vu aussi que la FDJ n'était pas encore totalement positionnée, on va dire, pour Evita Music quant à sa participation au Giro. Donc c'est à suivre, mais en tout cas ça fait plaisir d'avoir deux Françaises comme ça qui sont aux portes d'un podium d'un grand tour. Et il faut pas oublier qu'elles sont jeunes. Hein. Musique, elle a 25, et je crois que la Bousse aussi, il me semble. Ouais, c'est ça, 25 ans toutes les deux. Donc on a encore, elles ont encore de belles années devant elles, et elles vont encore prendre de l'expérience sur ces courses-là. Donc du coup, ça c'est assez chouette, et on aura le plaisir de les retrouver régulièrement. Loïc, je te propose de parler un petit peu des autres filles qui ont brillé sur ce mois de mai. Il y en a eu plein, donc on va prendre le temps d'en parler. C'est important aussi, on a parlé là de Vollering qui a tout écrasé, de nos deux Françaises qui ont brillé, et c'est important de passer du temps dessus. Comme ça, toi, est-ce qu'il y a une fille qui t'a impressionné, que t'attendais pas à ce niveau-là, que ce soit sur la Vuelta ou sur les deux courses qui ont suivi? Oula, c'est une question là, il y a tellement de Ah, noms il y a plein de qui. noms, mais après, tu peux parler d'un nom et t'as pas qu'un choix, si tu veux. On y reviendra. Euh, Oula, bah, les trois victoires de Vibus, moi, elles m'ont pas mal marqué après les quelques déceptions qu'il y a eu sur le début de saison. Sur la Ride London Classic, du coup. Ouais, Hmm. enfin, moi, ça m'a fait plaisir de l'avoir gagné, honnêtement. Après, bah, on en a parlé un peu, mais le travail de Grace Brown pour le placement, etc., on savait que bah, justement, c'était quand même quelques difficultés qu'il y avait à la FDJ, c'était de bien placer les coureuses, etc. Et elle, elle a fait un travail de malade. Euh, qu'est-ce qu'on. J'ai vu Peter, j'ai regardé la Coupe d'Europe, là, enfin, le championnat d'Europe de VTT qui était ultra boueux. C'était n'importe quoi la course, mais c'était un délire de regarder ça. Après, on voyait aucune image, on savait pas trop qui arrivait en premier ou pas. C'était une belle bataille et moi enfin, ça m'a rappelé un peu la saison de cyclocross. Ça m'a fait vraiment plaisir à regarder. Mais il y a plein de noms qui arrivent. Je sais pas si toi t'en as d'autres. Ah, écoute, moi, c'est sur la Vuelta, notamment, j'ai été assez surpris. Alors, les deux filles qui complètent le podium, en fait, je m'attendais pas forcément à ce qu'elles y soient. Alors, Réjeanne Marcus, c'est une fille qui a 29 ans, qui a jamais fait de résultats extraordinaires dans sa carrière jusque-là, mais quand on regarde bien, c'est sur les années précédentes, elle a toujours été pas trop loin. Elle fait 12e du premier Tour de France là en 2022. Sur l'année 2023, elle réalise une bonne saison. Alors, ça reste discret parce il y a pas de résultats flamboyants, mais sur les courses d'un jour, elle s'illustre notamment sur Liège-Bastogne-Liège, elle fait 4. Et après, elle enchaîne sur la Vuelta où elle fait quatrième du général. Mais on était tellement absorbé par ce duel Van Vleuten-Vollering qu'en fait, c'est un petit peu passé, on va dire à côté. Et,
Et finalement, sur le Tour de France, c'est un petit peu pareil. Elle réalise une belle fin de tour où elle fait cinquième du dernier chrono. Elle termine 11e au général. Donc c'est sûr qu'on n'a pas les yeux rivés sur elle. Et, et en fait, là, clairement, elle a confirmé, et sans faire un début de saison flamboyant, elle a montré qu'elle était vraiment au niveau, et notamment en montagne. Et moi, elle m'a fortement impressionné sur la dernière étape, où elle a clairement tenu tête à Evita Music jusqu'à l'arrivée. Et en fait, cette capacité à rouler, hein, on voit, elle a un gabarit de rouleuse, et je pensais pas qu'elle allait être à l'aise comme ça en montagne. Donc moi j'étais agréablement surpris. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de sa perf sur cette Vuelta. Alors, je sais pas si on en avait parlé sur la preview, mais il me semble qu'on avait parlé d'elle. Je sais plus exactement, mais je savais qu'elle était capable de faire des choses en montagne, mais je pensais pas à ce niveau-là. Je pensais vraiment pas qu'elle pouvait arriver deuxième de la Vuelta féminine et elle a été super constante en fait sur plein d'étapes. Je l'ai trouvée très bien. Enfin, je m'y attendais pas et c'était assez impressionnant de la voir comme ça. Et puis pareil moi, alors j'ai trouvé que sur Eurosport ils en parlaient beaucoup comme d'une favorite. Mais moi j'attendais quand même pas Elisa Longo Borghini, même avec le printemps qu'elle nous avait fait. Sur le podium comme ça, elle avait jamais vraiment confirmé sur les grands tours et les tours d'une semaine. Alors elle avait fait une bonne saison en 2022 où elle fait 4 du Giro et 6 de la Vuelta. 6 du Tour, pardon. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi performante et aussi résistante en haute montagne. Euh, Finalement, les plus grands résultats qu'elle avait eus, c'était sur le Giro il y a quelques temps déjà, et je crois qu'elle avait fait un podium il me semble que c'était en 2020. Euh, et puis également en 2017 où elle avait fait terminer deuxième. Mais je pensais vraiment qu'avec bon, les années qui passent aussi, elle a 32 ans, et puis la spécialisation maintenant dans le cyclisme féminin qui arrive aussi, euh, il y avait eu un focus plus important fait sur la campagne des classiques, qu'elle a brillamment réussi, hein. Elle a vraiment fait un super début de saison. Et, euh, et bon, on voit hein, qu'elle est à la limite, et pour le coup, s'il y a une étape de montagne en plus, c'est pas dit qu'elle soit toujours sur le podium. Mais en tout cas, je pense que c'est le genre de fille. On parlait de la Boost tout à l'heure, et elle, ça lui ferait du bien qu'il y ait 3 semaines. Pour le coup, Longo Borghini, je pense qu'au bout d'une semaine, elle atteint un petit peu ses limites. Mais même avec ça, moi je pensais pas qu'elle allait réussir à résister comme ça sur des ascensions plus longues. Et finalement, elle a très très bien géré ses efforts. On la voyait assez rapidement reculer, se mettre à son rythme pour pas exploser. Et ça, avec l'expérience, elle a vraiment pu le gérer. Donc on va voir. Du coup, je suis assez curieux de la voir. Elle est annoncée sur le Giro et sur le Tour également. Donc, je suis assez curieux de la voir sur ces deux courses-là. Euh, pour voir vraiment Hmm. si c'est parce que le niveau était un peu plus faible peut-être sur la Vuelta qu'elle a pu tenir, si elle a surfé sur sa forme des classiques, ou tout simplement si elle a voilà, elle confirme aussi sur le Giro et le Tour et qu'elle claque des gros résultats. Bah, en fait, elle a un peu contrebalancé pour moi le manque de chance qu'a eu la Lidl Trek sur cette saison des courses par étapes. Elle a été un peu leur point qui a fait un peu briller, qui a fait un peu briller le maillot. Il me semble, enfin, c'est même sûr, elle continuera pas chez Lidl Trek l'année prochaine. Elle part peut-être chez UAE. Bon, ça, c'est encore des Des petites rumeurs pour l'instant, ouais. des rumeurs. Mm. Mais en tout cas, c'est confirmé, ça a été confirmé par la manageuse de Lidl Trek qu'elle quitterait Mm. l'équipe. Il me semble que ça faisait quand même un petit moment qu'elle y était, depuis 2019, il me semble. 2019, Euh, exact, ouais. Et avant, elle était chez et, Wiggle High Five. et en fait, elle a un physique, j'aime pas trop faire des comparaisons, mais un peu à la Wati, tu vois, elle est vraiment, elle est quand même assez massive, tu vois, que c'est vraiment, c'est quand même plutôt une grosse de classique. Et de la voir en montagne comme ça, c'était ouf, quoi. Mm. Ouais, ouais, non mais ouais, c'est clair que moi je m'y attendais pas du tout, et puis elle a très bien
pu remplacer du coup Gaia Realini qui était annoncée comme la leaduse de l'équipe, mais du coup ça l'a pas fait pour elle. Elle était non partante finalement sur la 6e étape. Mais Bah, elle a fait une grosse chute, ouais hein. ouais ouais c'est ça. C'est parce qu'elle a fait une chute, ouais, elle s'en est pas remise, mais je pense que on va la voir très très à l'aise sur des parcours montagneux. En tout cas, Realini, pareil, annoncé sur le Giro et le Tour de France, donc ça peut faire très Mm. très mal. Ça peut faire très très mal. Euh, Est-ce qu'il y a des filles qui t'ont un peu plus déçu ou t'attendais peut-être une performance un peu meilleure? C'est assez difficile comme question parce qu'en général, c'est surtout les performances qui nous marquent et ce qu'on voit de plutôt beau, ce qui nous enthousiasme. Mais je suis sûr voilà, il y a quelques petites déceptions. Alors, je sais pas si c'est des déceptions, parce qu'en fait, j'ai, par exemple, Reusser, moi, je l'ai trouvé pas forcément au niveau où je l'attendais. Je la voyais plus haut que ça. Mais par exemple, il y a aussi plus que des déceptions. Il y a eu des gros points noirs. Tu vois, je sais pas si le crash qu'il y a eu avec Elisa Balsamo, tu l'as vu en direct ou tu as vu les images, mais c'était terrible à voir. Moi, c'était un gros point noir de ces derniers 2 mois qu'il y a eu. Je trouve que c'est des histoires. Enfin, c'est vraiment des images qu'on n'aime pas voir et qui font vraiment pas plaisir. Mais bon, on essaie de tirer le plus de positif et il y a, il y a- enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de trucs à retenir de ça à part que bah, c'était plus pas trop de peau et bah, il y a eu. C'est vraiment des choses qu'on n'aime pas voir et que j'espère qu'ils se reproduiront pas, quoi. Mm. Ouais, ouais. Bah moi j'ai pas vu la chute parce que j'ai pas regardé la course en direct et quand j'ai vu qu'il y avait une chute, j'ai pas eu envie de regarder. Non, mais Enfin, c'était pas nécessaire, pas ouais. voilà, je suis pas le genre à regarder parce qu'il y a une chute ou alors si vraiment t'as un truc à comprendre ou à analyser, mais là pour le coup c'était pas forcément le cas. En tout cas j'ai pas pour moi j'ai pas souhaité regarder cette chute. Et je crois qu'avant qu'on change de sujet, Loïc, tu avais envie de parler d'une équipe qui t'avait marqué sur ces dernières semaines de course. Bah, moi, je trouve que IF, qui n'est pas une équipe du World Tour, il me semble, ils font une saison, mais qui est incroyable. C'est-à-dire ils sont allés gagner le championnat des États-Unis. Bon, ça, c'est pas forcément la plus grosse performance qu'ils ont fait. Bah, il y a Jackson qui gagne un sprint. Elle gagne pas très souvent, et en fait, c'était un peu une. Enfin, quand elle a gagné un peu une très grosse course, c'est Paris-Roubaix, et après, elle n'arrive pas trop à elle a pas trop réussi à confirmer derrière en fait et l'avoir gagné un sprint et la joie qu'elle avait, c'était des super images et en fait c'est moi je trouve qu'avoir une personnalité un peu différente comme ça dans le cyclisme ça fait plaisir à voir, c'est un peu une respiration et aussi enfin dans la lancée des classiques, Kim Kasdo, elle a été, enfin, elle est super forte Mm. et moi je trouve que je la connaissais pas vraiment avant. J'avoue que j'avais pas trop suivi ses Ouais, résultats avant et elle est jeune, hein, et puis elle a pas forcément fait de grosses courses l'an passé, ouais. bah, cette saison, elle fait des résultats, mais elle fait des super résultats. C'est-à-dire que sur la saison classique, bah, on l'a vu vraiment à l'avant très souvent, notamment sur LBL, où elle était dans le groupe Pour la gagne, des hein. vainqueuses. Pour la Ouais, gagne, ouais, ouais. pour la gagne. Elle s'est fait un peu avoir comme une Mm. bleue, hein. On voyait vraiment qu'il n'y avait pas forcément l'expérience derrière, mais elle fait un top 10 sur la Vuelta. Je pense que ça annonce vraiment du très très lourd. Elle est, enfin franchement, sur son début de saison, elle est pas irréprochable, mais elle fait des très très bons résultats quoi. Ouais, puis du coup, Kadzo, je l'ai trouvé costaud aussi sur la Vuelta. Alors, c'était pas du tout, elle faisait pas partie des toutes meilleures, mais tu voyais qu'elle s'accrochait à chaque fois et que coûte, et bah, même quand elle était à la limite, elle continuait, elle s'arrachait. Et pour le coup, elle termine 10e du général.
bah elle est à sa place, quoi. Je pense clairement que les filles devant elle étaient plus fortes, mais elle a rien lâché jusqu'au bout, et je pense que c'est ouais, c'est ça, c'est une femme qu'on reverra vraiment à l'avant sur les prochaines courses très difficiles. Euh, et puis il Je y a suis curieux de aussi. voir comment elle va évoluer. Moi, je Ouais, suis ouais, vraiment ouais. curieux de ça. Bah, moi, je pense qu'elle peut vraiment, parce que comme tu le disais, hein, sur le circuit, ça fait pas très très longtemps qu'on la voit. Elle était chez Jumbo l'année dernière, mais elle n'a pas forcément participé aux plus grandes courses, même si sur les courses à étapes, elle était alignée, mais sans forcément faire d'étincelles. Et là, je pense qu'aussi, peut-être le fait d'avoir un peu plus de liberté, peut-être un peu moins dans une équipe un peu plus faible, donc moins utilisée comme équipière, finalement, ça lui convient peut-être mieux. Et puis sur la Vuelta, il y a la superbe victoire d'étape de Kristen Faulkner aussi, Oui, 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 qui c'est nous a super. fait un numéro magnifique dans le final de la 4e étape. Et clairement pour résister jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'après 4 jours de course, l'équipe IF avait déjà remporté la moitié des étapes. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Donc ouais, je suis bien d'accord avec toi. Il y a une belle formation, et puis il y a de l'engouement autour de cette équipe. Donc du coup, c'est assez chouette quand il y a des trucs comme ça. Ouais, Faulkner qui a aussi gagné le championnat national des États-Unis. Exact. Donc voilà, ça fait toujours plaisir dans le palmarès. Et ouais, moi, il y a une fille dont je voulais parler aussi, c'est Katarzyna Niewiadoma, alors qu'on a vu à la fête, hein, avec une victoire sur la Flèche Wallonne qui a fait grand bruit, parce que ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas levé les bras pour une fille de son talent, c'était quand même un peu anormal. Et, euh, et moi, j'en attendais beaucoup au début de cette Vuelta, parce qu'elle avait confirmé quand même sur Liège-Bastogne-Liège qu'elle était dans, euh, dans une très bonne dynamique, et ben finalement elle a pas terminé la course. Alors c'est parce qu'elle était malade, donc on va pas non plus lui jeter la pierre ou autre, hein. Son printemps a été long aussi, elle avait des courses difficiles, et on sait à quel point elle s'arrache jusqu'au bout dès qu'elle met un dossard. Mais voilà, elle n'a pas recouru depuis. Elle a annoncé sur le Tour de Suisse là qui va commencer à la mi-juin. Je pense qu'elle ira sur le Giro, hein, pour avoir quand même des jours de course avant d'aller, je pense, au JO puis sur le Tour de France. Mais en tout cas, ouais, en fait, c'est un peu dommage parce qu'elle passe à côté d'une. Alors, oui, elle est malade, c'est pas forcément de sa faute. Mais encore que, hein, des fois, on se couvre pas et puis hop, on chope le rhume. Mais c'est un peu une nouvelle occasion manquée de faire une belle perf, et parce que je pense qu'à son meilleur niveau, elle a clairement les jambes pour faire un podium. Donc voilà, je pense qu'il faudra quand même enfin, elle sera attendue si elle fait le Giro, il faudra quand même qu'elle rebondisse bien, mais je pense elle a les ressources mentales pour. Oui, enfin, il faut. C'est vrai que moi, je l'ai pas vu sur cette Volta et je me disais que c'était bizarre et j'avais cru entendre. Et après, j'étais pas sûr, j'avais oublié si elle avait été malade, si elle avait été blessée. Mais bon, du coup, on va pas aller critiquer une course où elle a été malade. Il faut qu'elle prépare la suite de sa saison. Il me semble qu'au programme, pour l'instant, elle a pas grand-chose de programmé. On sait pas trop ce qu'elle va faire. Je sais plus exactement. Mais Bah, Tour de Suisse, là, qui commence mi-juin. Mais après, ouais. après, on sait pas trop. Mm. Je sais pas si elle va courir les JO ou si elle va aller faire le Tour de France. Je sais Je, pas du tout. je crois pas qu'il y ait d'infos officielles. En tout cas, à mon avis, elle sera sur ces courses-là, hein. Oui, c'est sûr. Je pense que si elle s'est bien remise, ou je sais pas si, oui, bah, elle sera sur les JO, c'est sûr. Elle fera partie de la formation, enfin, la sélection polonaise. Eh ben, en parlant de JO, Loïc, je te propose pour terminer notre émission du jour, de parler de la sélection française. Donc on sait que pour les Jeux Olympiques, il y a très peu de dossards par nation. C'est aussi ce qui rend bien souvent les courses hyper ouvertes et hyper intéressantes. Et la sélection française a été annoncée alors tout récemment. Et on connaît le nom des 3 filles qui vont représenter l'équipe pour la course en ligne, des 2 filles qui vont aussi représenter
l'équipe de France pour le contre-la-montre. Et bah, c'est une sélection qui a fait un petit peu de débat. Alors déjà, on va C'est vous un petit mot que donner, mais je ça a pense bien que... gueulé, hein. Ouais, non, ça a bien gueulé. Ouais, c'est pour introduire le truc tout doucement, mais c'est un scandale, voilà. Donc les trois filles sélectionnées sont Juliette Labousse, Audrey Cordon-Rago et Victoire Berthaud pour la course en ligne. Et Juliette Labousse et Audrey Cordon-Rago feront également le contre-la-montre. Et bah la grosse surprise et ce qui a fait beaucoup parler, c'est l'absence d'Evita Music dans la sélection française, bah voilà, pour les JO à Paris, alors que clairement le profil pouvait lui convenir. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, c'est une fille qui est hyper en forme, donc ouais, c'est quelque chose que, en tout cas, moi j'ai encore un petit peu du mal à comprendre ce choix, notamment en sélectionnant Victoire Berthaud, qui fait pas une saison catastrophique, hein, mais qui est pas pour moi au niveau des toutes meilleures mondiales. Bah, de la course. Donc, tu peux pas trop ne pas la sélectionner, j'ai l'impression. Mais après, Victoire Berthaud, elle a pas gagné. Cette année, elle est championne de France quand même. Mais elle est vraiment pas au niveau des meilleures mondiales, c'est sûr. Enfin, c'est vraiment. Pour moi, je comprends pas trop en fait le choix du sélectionneur. Après, est-ce que justement, en fait, le parcours fait que tu as envie d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de masse, un peu plus costaud pour passer les pavés? Je sais pas si il considère que ça va plus être une course presque de type classique que une course vraiment Plus un Tour des un peu. Flandres, Oui, c'est plus un ça. Tour des Flandres. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je me dis. Je pense que c'est comme ça que la réflexion a été faite. C'est qu'en fait, on va courir cette course-là comme un Tour des Flandres, comme une classique où il y a des pavés, où ça va monter, ça va descendre, mais il va falloir être un minimum costaud, quoi. Mm. Bon, après, c'est pas le Copenberg non plus, hein, la butte Montmartre, donc Ah non, moi je l'ai jamais fait du vélo bah, là-bas, moi je sais non pas comment plus c'est. à vélo non plus, mais pour le coup, en tout cas, là, ce qui est annoncé, c'est 1 kilomètre à même pas 6%, donc on n'est pas sur des trucs monstrueux, mais ouais, En fait, je pense que l'idée, c'était aussi de peut-être pas emmener trois filles qui allaient être un peu plus électron libre et d'essayer d'avoir une personne dans l'équipe qui puisse être un peu plus en rôle de coéquipière ou alors de prendre une échappée de très très loin. Mais ouais, enfin, moi je trouve que forcément ça questionne beaucoup sur Evita Music qui a été hyper brillante depuis le début de l'année. On sait ce que représentent les JO. Bon, en plus, là, c'est à Paris pour le coup. C'est vraiment pas de chance. Mais c'est le genre de course. Bah, ça ressemble aussi un petit peu à une Ardennaise quand même, hein. Donc, on sait qu'elle a quand même bien brillé là-dessus, sur la Flèche Wallonne notamment. Euh, Elle a, alors c'est pas la fille la plus rapide du circuit, mais elle a voilà, une petite explosivité aussi qui lui a permis, hein, de remporter quelques courses, hein, notamment quand elle est devenue championne de France. Elle avait réussi à super bien manœuvrer dans le final et puis à l'emporter. Donc ouais, c'est un peu moi je trouve que c'est un peu alors je sais, il y a que trois choix, mais c'est un peu grillé des belles cartes tout de suite. Et, euh, et ouais, c'est dommage, outre l'expérience en tant qu'athlète qu'elle pourrait vivre, vraiment le fait de se priver, je pense, d'une potentielle médaille, parce qu'elle peut faire en sorte que la course tourne bien. Elle est quand même hyper régulière depuis le début de la saison. Dès que les courses sont difficiles, elle passe pas à côté. Comme je le disais, moi je trouve vraiment qu'elle a franchi un cap cette année. Et, euh, et ouais, c'est dommage. Et pour le coup, bah, j'ai l'impression que, par exemple, une fille comme Juliette Labousse sur les courses d'un jour, bah, elle va peut-être être
un peu plus limité aussi. Et puis, Je disais, elle a moins de punch, hein. bah ouais, c'est ça, elle a moins de punch. Donc après, à quel point est-ce qu'elle va pouvoir faire la différence sur un circuit qui, du coup, avec des ascensions courtes, va être très explosif. C'est un peu surprenant. Et puis voilà, puis bon, Audrey Cordon-Rago elle est moins étincelante qu'il y a quelques années quand elle dominait notamment les épreuves en France et qu'elle enchaînait les victoires. Là, c'est un peu plus compliqué sur ces dernières saisons. C'est qu'elle avait aussi pas mal de soucis d'équipe ou autre, mais là, c'est pareil. Sur le début de saison, c'est un peu plus compliqué. Sur les grosses courses, elle n'a pas forcément répondu aux attentes. Elle a fait quelques places, mais sur des courses de seconde zone. Et, euh, et en fait, bah, Moi, son début de saison, il a été plus que très compliqué. Enfin, il faut dire les mots, il a été vraiment pas bon. Moi, je trouve que dire il est mitigé, c'est gentil. Enfin, c'est sa dernière saison. Moi, je m'attendais vraiment à qu'elle fasse de meilleurs résultats. Mais après, le fait que, enfin, ce que je disais au début, c'est que c'est une historique de la maison, donc c'est compliqué de pas la sélectionner, surtout pour des JO en France. ouais. Non, mais c'est sûr. Mais à ce moment, enfin, mais du coup, ça repose les questions où c'est pourquoi tu fais la sélection, quoi. C'est pour faire plaisir aux coureuses pour les récompenser ou c'est pour essayer de gagner la course. Euh, C'est tout un débat. C'est-à-dire que voilà. moi, je sais pas si par exemple, même si au résultat, tu vois, Juliette Labousse, elle a été très bonne, mais pour moi, elle a pas le punch et ce sera. Alors, je sais pas trop quel rôle elle va avoir sur cette course-là, en fait. Je, j'ai l'impression que, en fait, cette sélection, je comprends pas trop comment elle a été faite, en fait, honnêtement. Ouais, non, mais puis bah, par exemple, la Bousse, c'est une fille qui, sur les championnats du monde ou les championnats d'Europe, elle est, elle est placée en général, mais elle joue jamais la gagne. Et je vois pas comment est-ce que là, elle pourrait arriver à jouer la gagne. Audrey Cordon-Rago, bah déjà, elle a un peu plus le profil pour gagner des courses comme ça. Mais bon, là, je pense que pour le coup, comme elle a plus la forme qu'elle avait il y a quelques années, ça risque d'être compliqué. Et ouais, voilà. Donc après, au niveau des références aussi, ça me semble un peu compliqué. Donc ça, ouais. Après, il y a peut-être le choix aussi qu'il fallait deux filles pour le contre-la-montre. Donc là, pour le coup, c'est assez logique d'avoir emmené la Bousse et Cordon-Rago. Oui. Mais voilà, je sais plus si dans la sélection, il fallait forcément que les filles qui faisaient le contre-la-montre aient fait la course en ligne. Ou Non, il me semble pas. pas Il forcément, me parce que semble. Enfin, des fois, il y a ça comme sais genre que de critère. Donc ça, alors, voilà. j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'était juste, c'est plus un choix de sélectionneur où tu te dis, bon, tu fais la course en ligne, tu feras la. Ok. C'est peut-être pour avoir une dynamique. Alors, je suis vraiment pas sûr de ce Je que je sais dis, pas, hein. on vérifiera si jamais dans les auditeurs, vous savez, vous pouvez nous mettre un petit commentaire. Je sais par exemple qu'en triathlon, ceux qui font le relais, ils sont obligés d'être sélectionnés pour la course individuelle. Si t'es pas sélectionné pour l'individuel, t'es pas sélectionné pour le relais. Donc, mais je sais plus s'il y a un truc comme ça. Donc, Sur les championnats du monde, c'est seulement les sélectionnés qui font les courses en équipe, etc. Oui, bah, je sais plus, mais je sais que les règles, elles sont un peu différentes aussi sur les JO et j'avoue pas trop. Je m'y suis pas trop penché. Donc, euh, donc faut qu'on voilà. lise les bouquins de règles. Ouais, c'est ça, faut se farcir le règlement des JO. Voilà, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont chauds, n'hésitez surtout pas. Euh, bon, bah Loïc, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'actualité et de ce qui s'est passé sur le mois de mai. Hein, encore désolé à tout le monde de ne pas avoir pu vous fournir une émission durant le mois de mai dernier. Juste après la Volta, c'était prévu et finalement ça n'a pas pu se faire, mais on va essayer bien sûr de reprendre notre régularité. Il y a le Giro notamment qui arrive et ça on l'attend avec impatience. Ça commencera le 7 juillet, donc on devrait pouvoir refaire une émission avant, parce qu'il y aura notamment le Tour de Suisse, on a également
d'autres courses du World Tour féminin. Non, qui sont pas World Tour. Enfin, si, il y a le Tour de Grande-Bretagne là. Je crois également qu'il y a une course en Catalogne. On va dire voilà, c'est ça, un équivalent du Tour de Catalogne sur 3 étapes. Donc, on va vous analyser tout ça et puis faire une petite preview du Giro, le deuxième grand tour de la saison qui commencera le 7 juillet. Donc on se retrouve très vite. Loïc, merci beaucoup pour ta participation à l'émission ce soir. Bah, merci beaucoup à toi, merci aux auditeurs et aux auditrices. Ça fait toujours plaisir de parler de cyclisme féminin. Et on est tous les deux vraiment désolés de ne pas avoir pu faire cette émission le mois d'avant, parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sujets à aborder en peu de temps. Et finalement. on fait ça sur notre temps libre, voilà. Ouais, c'est ça. Donc des fois, on n'arrive pas à se caler, mais bon, ça c'est la vie de Radio Fringale. Je pense que tout le monde est en capacité de comprendre ça. Mais surtout, ce qui est important quand même, et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut bien penser à s'alimenter. Ça y est, la belle météo nous permet à nouveau de rouler et d'enchaîner les cols, mais il ne faut pas partir en fringale, parce que sinon c'est la catastrophe. S'il vous reste la moitié du Tourmalet à monter en fringale, bon courage, donc pensez à vous alimenter, car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao. Bisous à tous.